Bonjour à tous. Bonjour. 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 Donc on va commencer aujourd'hui le cours suivant toujours. Là on s'est arrêté la dernière fois, c'était sur l'étude de la stabilité. Donc à partir du premier jour où nous avons commencé ce cours-là, donc comme l'intitulé de ce cours-là c'est l'étude de système bouclé ou système asservi. Donc l'idée de ce cours c'est de prendre un système, de le modéliser, et ensuite essayer de l'asservir ou de l'automatiser. Pourquoi on essaie de faire ça? C'est pour améliorer les performances de ce système-là. Pourquoi? Parce que dans l'état actuel des choses, donc le système tel qu'il est, il a certaines performances, mais qui peuvent se révéler non satisfaisantes. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'améliorer les performances de ce système-là en mettant une boucle d'asservissement. Et qu'est-ce qu'on entend par boucle d'asservissement? Ces choses que nous avons vues au début. Open board. Je fais ça directement. Ok, il veut pas. Ok, là. Et donc cette boucle d'asservissement, on entend. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est. J'arrive toujours pas à obtenir ma. Ok. Donc si j'ai un système, le système actuel, et je reprends toujours le système d'asservissement de la température d'une salle, ou bien aussi le système de remplissage des cuves, qui était l'objet de votre TP, le TP3. Peu importe. Donc on a un système actuel. Ce système actuel, il est modélisé. Nous avons dit qu'on va modéliser le comportement dynamique de ce système-là en utilisant dans le domaine temporel, donc cela passe par l'utilisation d'équations mathématiques qui nous permettent de décrire le comportement dynamique de ce système-là. Et dans le domaine temporel, on a vu que le comportement dynamique de ce système peut être décrit par des équations différentielles. Donc une équation différentielle, elle permet de relier le comportement dynamique de la sortie en fonction du comportement dynamique de l'entrée. Et qu'est-ce qu'on entend par comportement dynamique? C'est pour cela qu'on a quelque chose où vous avez la dérivée seconde, ou la dérivée première, ou la dérivée d'ordre 3, ou 4, ou dérivée d'ordre n. On a dit que la dérivée y point, c'est quoi? C'est dy sur dt. Donc ça veut dire que c'est la variation de la variable en fonction du temps. Et donc, le côté dynamique, il vient de là. Si vous prenez une quantité physique et vous la faites varier en cours du temps, donc ça veut dire que vous vous intéressez au comportement dynamique. Donc on a exprimé ce comportement dynamique en utilisant une équation différentielle, et après on a dit que on pourrait exprimer ce lien entre ce comportement dynamique de la sortie en fonction des variations de l'entrée. Comment? En essayant d'établir ce qu'on appelle la fonction de transfert. Et la fonction de transfert, G de P, c'est quoi? C'est un rapport complexe entre la sortie et l'entrée. Et ce rapport complexe, il s'exprime que dans le domaine complexe, que ce soit JY de S ou Y de P. Et non pas, où je demande G de P, on me parle de Y de T sur E de T. Ça, on l'a dit, redit un certain nombre de fois, que la fonction de transfert est un rapport complexe entre la sortie et l'entrée. Donc une fois qu'on a établi le modèle qui va décrire le comportement dynamique de votre système
Et ce comportement dynamique, il peut être exprimé dans le domaine temporel ou bien dans le domaine fréquentiel ou dans le domaine complexe. Donc, première étape, si vous voulez asservir un système, c'est la modélisation. Et la modélisation, on a vu que cela pouvait se faire dans le domaine temporel ou bien dans le domaine fréquentiel ou bien complexe ou domaine de Laplace. Pour établir le modèle ou cette modélisation dans le domaine temporel, on a dit qu'on allait exprimer les variations de la sortie en fonction des variations de l'entrée. C'est toujours la même idée, elle est exprimée dans le domaine fréquentiel complexe ou Laplace sous forme de fractions complexes qui établit la relation qui lie la sortie à l'entrée. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment, une fois que nous avons fait cette modélisation, donc là, nous avons fait la première étape de notre système d'asservissement. Notre système d'asservissement, c'est quoi? J'applique une entrée, E. Après, là, vous avez epsilon de t. Là, vous avez ça et ça, G de P et C de P. Et là, vous avez votre sortie. On pourrait dire c'est Y de T. Et ce Y de T, c'est quoi? H de P. Et j'ai ça, plus ou moins. Ça, c'est le schéma fonctionnel, c'est le schéma bloc de n'importe quel système asservi. Les différentes composantes de ce système-là. Là, c'est le modèle de votre système. Là, c'est le correcteur, donc l'intelligence que vous allez utiliser pour asservir votre système. Et donc là, dans le projet qu'on va vous demander de faire, je ne sais pas s'il est maintenu, on verra par la suite. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'implémenter une loi de commande sur un Arduino, par exemple. Et c'est ça, c'est cette intelligence-là, ou ce système, ou ce code-là, il va générer une loi de commande qui va attaquer les actionneurs et qui vont modifier votre système. Les actionnaires, ils peuvent être aussi intégrés dans le système. Ou bien, généralement, on ne note pas. Les actionnaires, c'est quelque chose que, on dit que c'est quelque chose de succinct, de transparent pour vous. Là, ce qu'on modélise ici, on modélise U de T, qui est la loi de commande générée par le truc. Ça va attaquer votre système, et votre système, il va avoir une sortie correspondante à cette loi de commande. Et le H2P, c'est quoi? C'est des capteurs que vous allez mettre sur votre système qui vont vous donner l'image de la sortie de votre système à tout instant T. Elle me renvoie cette image de la sortie à tout instant T, et cette information-là, elle va me permettre de calculer l'écart entre l'entrée désirée. Donc, par exemple, si je dis que l'entrée désirée, c'est une température que je voudrais atteindre, ou bien un niveau de remplissage de cuve à une certaine hauteur, donc là, je veux remplir mes cuves à 2 mètres, à 10 mètres, donc ça, c'est la consigne que je donne. Après, j'ai un écart qui est calculé par rapport à la consigne que je veux, et l'état actuel des choses qui est renvoyé par le capteur. Donc là, si j'essaie de modéliser tout cela à travers un système de remplissage des cuves que vous avez vu en TP, vous avez la cuve. On met un capteur ici, une sonde par exemple. Cette sonde-là, elle va mesurer la hauteur
remplissage votre cuve. Vous avez cette électrovanne, c'est ça qui va vous permettre, parce que là, il y a 2 électrovannes qui vont là. La loi de commande, donc, elle sera générée par un calculateur qui va attaquer ces électrovannes. Il va les ouvrir selon un certain débit. Donc ça, c'est U de T. Ça, c'est le correcteur que vous allez mettre. Ça aussi, ça attaque les deux. Hein. Donc celle-là et celle-là. Et après, on pourrait dire que celle-là, elle est commandée par ailleurs. Donc ce qui nous intéresse, c'est le remplissage de la cuve. Donc on met un système comme ça. Et après, donc le capteur que vous avez mis, donc sera renvoyé, ou l'information, la sortie de votre système, elle sera renvoyée ici à ce correcteur-là. Donc vous avez la hauteur consigne que vous allez je veux remplir ma cuve à 10 mètres. Allez. Donc là, je donne une consigne. Donc ça, c'est E de T. C'est ma consigne que je veux. Après, donc là, qu'est-ce que j'ai? À la sortie de ce comparateur-là, ce comparateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer l'écart entre la consigne que je donne et ce que me fournit le capteur, la sortie de mon système, et je calcule cet écart-là, et après, je vais essayer d'adapter une loi de commande qui va essayer de réduire cet écart-là le plus rapidement possible. Et donc, ma loi de commande la plus simple, c'est U de T, c'est quoi? C'est K fois epsilon de T. Donc, je mets un gain. Je dis, OK, donc là, mon gain, c'est quoi? Moi, je voudrais atteindre ma cible, parce que normalement, ce que vous allez faire, vous allez établir un cahier de charge, selon cette loi de commande que vous allez... Plutôt, la personne, le donneur d'ordre, celui qui demandera asservir ce système-là, de l'automatiser, il va vous dire, écoutez, moi je voudrais une solution qui soit, normalement, la plus rapide possible, avec certaines performances, certains indicateurs. Il va vous dire, ok, moi je veux que ça soit rempli, ma cuve, il faut qu'elle soit remplie allez, je donne un exemple, dans 10 secondes. Quel que soit le niveau d'eau actuel dans la cuve, moi j'aimerais bien que si je lui donne une consigne de remplir ma cuve à 10 mètres, à une hauteur de 10 mètres, il faut que ça soit fait dans tant de secondes. En 10 secondes, en 5 secondes, en 20 secondes, en 1 minute. Donc il y a un cahier de charge qui est établi pour juger des performances du système que vous allez proposer. Et donc, selon ce cahier de charge-là, on aura des critères, on va énumérer un certain nombre de critères, un certain nombre. Donc, les critères, c'est, parmi les plus basiques, si vous allez élaborer ce cahier de charge, vous allez dire, ok, donc là, je veux un système le plus rapide possible. Deuxième critère, mais après, il faut que ce système-là, il ne faut pas qu'il y ait, normalement, si vous voulez avoir un système le plus rapide possible, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez ouvrir cette électrovanne à fond. Et après, il va vous dire, mais non, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de dépassement assez important. Donc là, du fait que j'ai peut-être une zone sensible, ma cuve, elle est dans une zone sensible, il faut que le remplissage se fasse aussi à la fin avec douceur. Il ne faut pas qu'il y ait de trop d'overshoot. On appelle ça les dépassements. Donc il ne faut pas que la consigne elle soit dépassée avec un grand écart. Donc là, on voit bien qu'on établit un deuxième critère qui est le critère sur le dépassement maximal. Il ne faut pas que ma consigne, elle soit, on va dire, qu'elle soit dépassée avec un écart qui soit assez grand. Et après, il y a aussi un autre critère que je place ici, qui est le critère de la stabilité. Effectivement, je veux avoir un système le plus rapide possible, un système qui fasse des overshoots ou bien des dépassements qui soient le moindre possible, mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de la stabilité. Moi, ma crainte, il ne faut pas que mon système soit déstabilisé. Un système asservi qui va rendre mon système actuel instable, je n'en veux pas. Donc vous voyez bien que
pour satisfaire ce cahier de charge, on est obligé de satisfaire un certain nombre de critères et faire surtout un compromis entre les performances qu'on attend de votre système et la stabilité. Et après, donc là, il y a un autre critère, le 4e critère, on va appeler ça la précision de mon système. Il faut que mon système soit le plus précis possible. Donc là, qu'est-ce que je fais? Si vous voulez me proposer l'asservissement d'un système pour le remplissage d'une cuve, et après vous me dites, effectivement, le système, ça sera ça, sa sortie, ça veut dire, oui, ok, mais là, c'est bien beau de me tracer ce truc-là, mais moi, il me faut un indicateur factuel. Cet indicateur, c'est que donc, je veux un chiffre. Donc, je veux quelque chose qui me donne une idée sur la précision de mon système. Est-ce que votre système est précis ou pas? Et donc, pour avoir un indicateur factuel, qu'est-ce que vous allez faire pour cette précision-là, pour savoir si votre système est précis ou pas? Ce que vous faites, vous dites, ok, on va vous mesurer les performances ou bien l'écart qui existe entre la sortie de votre système et la consigne que vous avez donnée. À la fin, une fois que votre système sera stabilisé, une fois que on passe de cette étape, on appelle ça la zone de transition, et là, la zone de régime permanent. Une fois que votre système se serait stabilisé, donc je crée une nouvelle page. Donc là, d'après les critères qu'on vient de voir, on vient de parler d'un critère qui est assez important, qui est le critère de vous avez la hauteur désirée, on va dire 10 mètres, vous avez la sortie de votre système, et la sortie de votre système, une fois arrivé à une zone de stabilisation, c'est à ce moment-là, on appelle ça le régime permanent, et à ce moment-là, on va mesurer ce qu'on appelle une erreur ou un écart. Cet écart-là, c'est cet écart revient à calculer l'écart entre la sortie et la consigne que nous avons donnée. Ou bien l'inverse, moins ça. Oui. Du coup, plus cet écart-là, il faut qu'il soit proche de 0 si on veut qualifier le système de précis, c'est ça? Oui. Si vous voulez un système très précis, on va faire en sorte que cet écart-là tende vers 0. Plus il va tendre vers 0, mieux c'est. Okay. Ou votre système sera plus précis. Et après, donc là, si je regarde toujours au même TP là, que vous avez fait la dernière fois, donc on vous a donné une consigne de 10 mètres. Vous êtes censé avoir proposé plusieurs correcteurs qui vont vous permettre d'avoir, si vous avez un système qui vous fait ça, et après vous avez un deuxième type de correcteur, et le deuxième type de correcteur, il vous fait ça. Un troisième type de correcteur, il va vous faire ça. Donc là, moi, il me faut des indicateurs pour juger. On va supposer qu'un premier groupe d'étudiants, ils ont proposé un correcteur de ce type-là qui a obtenu cette réponse-là. Un deuxième groupe d'étudiants, ils ont proposé un système ou un correcteur qui a donné une sortie jaune. Et un autre étudiant, ou un autre groupe d'étudiants, pardon, ils ont obtenu une sortie avec un correcteur d'un type donné. Vous êtes d'accord avec moi que moi, quand je vais juger de la qualité des solutions proposées par ces différents groupes d'étudiants, il me faudra des critères factuels. Donc, des critères bien précis. Donc là, les critères sont ceux que j'avais énumérés. Donc le premier, on a dit que c'était... Donc là, vous voyez avec moi qu'ici, on pourrait décomposer ces courbes en deux zones.
ces deux zones. La première zone, c'est celle-là. Et la deuxième zone, qui est celle-là. Pour la première zone, donc là, qu'est-ce qu'on a? Pardon, un instant. Tu peux l'être avec moi? Maman? Donc là, on a deux zones. La première zone, c'est celle-là, et la deuxième zone, c'est celle-là. Vous êtes d'accord que la première zone, c'est la zone qui reflète une zone de transition. Et d'ailleurs, on appelle ça la zone du régime transitoire. Pourquoi? Parce que le système, il commence à servir, donc votre correcteur, il commence à servir ce système-là. Et donc là, on voit bien qu'on passe de 0 jusqu'à une zone où on a un petit peu un régime établi, un régime permanent. Donc la première zone est appelée un régime transitoire. Et la deuxième zone, on pourrait appeler régime permanent. Dans ce régime transitoire, on a un certain nombre de critères qu'on va établir pour juger de la qualité des solutions proposées par les différents groupes d'étudiants. Et après, pour le régime permanent, on a un critère, et ce critère-là, c'est quoi? C'est l'erreur ou l'écart dont on vient de parler. On appelle ça l'erreur en régime ou l'erreur en régime. Non. En régime permanent. Donc cette erreur-là, c'est quoi? C'est l'écart, c'est E de epsilon de t, c'est quoi? C'est E de t moins Y de t. Et vous voyez bien que cet écart-là, ou ce régime permanent, il sera établi plus t tendra vers l'infini, plus j'aurai une idée plus précise sur cet écart-là. Et c'est pour cela qu'on va vous dire, là, ce qu'on va calculer, c'est la limite quand t tend vers l'infini de epsilon de t. Et c'est ça ce qu'on va appeler l'erreur en régime permanent. Et après, donc là, si je reviens aux critères dans le régime transitoire, dans cette phase transitoire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des critères pour juger de la qualité de différencier, on va dire, ces solutions-là. Vous avez la solution verte, la solution jaune et la solution rouge. Donc pour les différencier, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser certains critères, par exemple, qui est le temps de réponse. Je dois calculer un temps de réponse de chaque système. Ça me permet de juger de la rapidité de mon système ou des différents systèmes qui ont été proposés. Est-ce clair jusque-là? Oui, mais du coup, pour calculer ce que vous avez dit en régime transitoire, le décalage de temps. Ouais, Oui, le temps de réponse. C'est U de t moins quelque chose? Non. Ah, On c'est va pas ça? voir. Ok. On va voir. Le temps de réponse, ça dépend aussi, est-ce que vous avez un système de premier ordre ou de deuxième ordre? Et c'est là j'y viens. Mais l'idée globale, c'est ça. L'idée globale, c'est que je dois juger de la qualité de l'asservissement que je propose en utilisant des critères factuels. Et ces critères-là, c'est quoi? Et en plus, ça tombe sous le sens. C'est qu'on dit, je veux différencier deux solutions. Donc là, il faut que je juge de la qualité de ces solutions-là. Et comment je fais pour juger de la qualité de ces solutions? Des solutions qui sont proposées pour asservir des systèmes. La première, on va dire, le premier critère pour juger de cette qualité-là, moi je dirais, c'est la rapidité. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé au début. Je vous ai dit, si vous voulez asservir ou bien contrôler la température d'une salle, si votre solution que vous allez proposer, elle met du temps
pour chauffer, je ne sais pas, si je vous demande de chauffer la salle à une température de 19 degrés, et après vous démarrez de 10 degrés, si vous dites que je vais atteindre cette consigne-là de 19 degrés dans 2 heures, je vous dirais non, c'est trop tard, parce que les étudiants, là, ils seront déjà morts de froid. Donc vous voyez que le critère, et en plus, c'est du bon sens, le critère qu'on va juger, c'est beaucoup plus pour, on va dire, en régime transitoire, c'est ce régime-là où je démarre de 0 vers où je veux atteindre cette consigne-là, il faut que le système soit le plus rapide possible. Et pour exprimer cette rapidité, il n'y a pas mieux que le temps de réponse de votre système. Ou s'il y a d'autres critères. Ah, ok. En fait, la rapidité, du coup, ça va être voir si la courbe, elle va vite en régime permanent, c'est ça? Oui. Si elle atteint, quelle est la vitesse avec laquelle elle va atteindre le régime permanent? Oui, c'est ça. Ok. Et après, une fois qu'elle aura atteint son régime permanent, donc, quel est l'écart? Donc, c'est là où on juge la précision de mon système, la précision de la solution que vous avez apportée. Une fois qu'elle aura atteint le régime permanent, je vais mesurer l'écart entre la consigne et la sortie de mon système. Et après, on va me dire, mais monsieur, si, par exemple, là, si je reprends toujours l'exemple de la chauffage de la salle, s'il y a une porte qui s'ouvre, ou bien une fenêtre qui s'ouvre, donc c'est une perturbation extérieure, comment? C'est là où je vais vous dire, ok, donc là, l'idée est de savoir comment votre système va réagir face à ça, à cette perturbation extérieure. Et on va juger, on va recalculer cette erreur en régime permanent, parce que la température, dès que vous ouvrez une porte ou bien une fenêtre, donc il y aura dissipation de la chaleur, et donc là, vous allez avoir une perturbation qui va affecter votre système il va réagir, donc il va essayer de rejoindre, encore une fois, cette consigne que vous lui avez donnée, donc en mettant, il va démarrer l'actionneur, donc le chauffage, et on aimerait bien savoir quelle est sa robustesse vis-à-vis des perturbations externes. Et donc, cette idée globale, elle est applicable à tout système. Vous voyez bien que là, elle est applicable au remplissage des cuves, à la température, on va dire, à la régulation de la température d'une salle, allez, un système de pilotage automatique d'avion. Donc là, si je reprends toujours cet exemple-là, c'est que... Pourquoi je reviens sur ça? Parce que quand j'ai corrigé, les autres profs aussi ont corrigé le TP3, on a constaté que vous n'avez, ou la plupart, mais après aussi vous êtes 400 personnes, et donc il y a certains que je pourrais qualifier de Gaulois réfractaires à toute idée nouvelle, où ils disent que ça c'est pas pour nous, ce cours-là n'est pas pour nous, et ces notions-là ça nous parle pas, et donc ils rendent des copies à la limite blanches. Donc là, c'est parce qu'ils ne se sont pas intéressés à ce module-là. Alors que ce module-là, il fait appel beaucoup plus au bon sens. Et donc au TP3, c'était ça l'idée de ce TP. L'idée de ce TP, c'était de vous donner un système qu'on a modélisé à travers des équations différentielles, que après, on vous a demandé de passer en Laplace, donc modéliser ce système-là, en utilisant une deuxième méthode, qui est la méthode de la fonction transfert, et après, on a voulu juger de la qualité de cette solution-là. On a apporté. Et donc, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? On a commencé par faire un gain. Juste un gain. Donc, on vous donne K, une consigne qu'on donne à votre système, et après, donc, cette consigne-là, là, c'est K, c'est un truc qui va commander des électrovannes qui vont vous permettre de remplir une cuve. Et on a mis aussi une chaîne de retour où on a considéré qu'il n'y avait pas... C'est un simple capteur. Ce capteur-là, c'est un fil qui va vous ramener de l'information de la sortie de votre système vers l'entrée. Et là, on va essayer, on a essayé de vous guider pour juger de la qualité de la solution apportée en vous demandant de calculer ce système-là. Et après, donc, il y avait cette notion de... Avant d'entamer cela, vous voyez bien que
Si je ne mets pas cette boucle d'asservissement, on appelle ça un système qui est en boucle ouverte. Pourquoi? Parce que je ne considère pas, c'est pas un système bouclé. Et un système en boucle ouverte, c'est quoi? Donc là, pour juger de la qualité de votre asservissement, vous allez devoir faire une comparaison. Même si vous allez proposer cette solution-là à quelqu'un, vous allez dire, bah, écoutez, moi j'ai amélioré les performances de votre système. Et dire, oui, mais comment vous avez fait, ou bien essayer de me convaincre, comment vous avez amélioré les performances de mon système. Vous allez dire, ok, moi ce que je vous demande, c'est qu'on va faire un état des lieux, système actuel, et système proposé. Donc si vous prenez le système actuel, donc là, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le système actuel. C'est ce que nous appelons la FTBO. Fonction de transfert en boucle ouverte. Et c'est quoi cette FTBO-là? Ah ben la FTBO, c'est quoi? C'est la fonction de transfert en boucle ouverte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de boucle de retour. Et donc, qui dit, il n'y a pas, si je reprends toujours ce schéma de système bouclé, là, c'est jusqu'à la fin, vous allez garder ce type de schéma-là. Ce type de schéma de système bouclé, vous avez quelque chose qui est H ici, c'est la chaîne de retour. Vous avez C qui est le correcteur, G, c'est votre système. Et là, vous avez un retour sur ce comparateur-là. Là, vous avez l'entrée désirée, E de T. Là, plus, moins. Là, vous avez epsilon qui est l'écart qui va attaquer. Le correcteur, il a besoin de cet écart-là en entrée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le corriger. Il va essayer de le diminuer, cet écart-là. Et après, en sortie, il va vous dire, bah, écoutez, cette loi de commande que je vous donne, ou cette sortie du correcteur, elle va attaquer le système pour essayer de modifier sa sortie, et sa sortie, elle sera retournée pour qu'on puisse juger est-ce que nos modifications ont apporté une amélioration ou pas. Et selon cet écart-là, qu'il va essayer d'améliorer sa loi de commande. Il va essayer d'adapter. Et donc, je reviens à ça. Si je vous dis, là, vous êtes obligé de me convaincre en me disant, bah, écoutez, mon asservissement, il a apporté quelque chose. Mais comment? Vous me dites, ok, si je vous calcule la FTBO, donc la fonction de transfert en boucle ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va pas considérer qu'il y ait un retour. Ok, on ne va pas considérer qu'il y ait un retour. Donc là, la FTBO, c'est quoi? Ah bah donc, on va ramener ce truc-là à la sortie. Et donc la FTBO, c'est quoi? C'est le C fois G fois H. On est d'accord? Si vous faites le lien entre l'entrée principale et la sortie principale, donc vous allez parcourir tout ce chemin-là. Donc là, la FTBO, c'est quoi? C'est C fois G fois H. Pourquoi me dites, bah, généralement les étudiants ils disent non, mais monsieur, pourquoi on intègre le H? Je dis le H est un capteur qui fait partie intégrante du système. C'est un capteur que vous allez placer sur le système. Dès qu'il y a rupture de cette chaîne-là, donc ça veut dire que je mets la sortie à la sortie, donc il n'y a pas de retour sur le correcteur, et donc là, on se retrouve avec quoi? Ben, on se retrouve avec quelque chose qui fait ça. Donc j'ai une entrée, E de T. Le comparateur n'a pas lieu d'être parce qu'il va comparer quoi à quoi? Donc on a coupé un fil, donc le comparateur se transforme en un fil. Vous avez quelque chose qui est C, suivi d'un G, suivi d'un H, qui va aller vers Y de T. Donc là, si je vous dis c'est quoi la FTBO, donc on a vu dans la simplification des schémas fonctionnels, si vous avez 3 blocs en cascade, donc là, je pourrais remplacer ce truc-là par C fois G fois H. Et ça, c'est le lien entre la sortie Y de P et là, c'est l'entrée E de P. Donc, comme on sait que Y sur E, c'est une fonction de transfert,
Et à l'intérieur de cette fonction de transfert, c'est quoi? Bah, c'est C fois G fois H. Et ce produit de gain, il s'appelle FTBO. Et vous êtes d'accord avec moi que ça reflète l'état actuel des choses. J'ai un correcteur, j'ai un système ou bien une fonction qui décrit le système quand je n'ai pas de retour qui retourne vers l'entrée. Ok, donc là, vous dites, vous avez C fois G fois H, vous avez la FTBO, donc elle vous donne une idée sur la fonction de transfert qui décrit le comportement du système actuel. Après, vous avez une fonction de transfert, donc vous avez ce lien entre la sortie et l'entrée, et je vais montrer à cette personne-là que son système actuellement, si, donc là, le système ou la FTBO, son système actuellement, si je lui donne une consigne de 10 mètres, on a vu que c'était un système de premier ordre. Quand on a schématisé ou quand on a développé les équations différentielles, c'est une équation du premier ordre. Et donc là, la réponse d'un système du premier ordre, c'est un système qui est comme ça. Et donc on a vu aussi, si je reprends toujours le TP3, le TP3, on a vu qu'il y avait un écart de combien? De 2 mètres. On a dit que l'écart de 2 mètres n'était pas satisfaisant. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Là, c'est l'état actuel des choses, et aussi on a jugé de la qualité ou le temps de réponse de notre système. On a un temps de réponse de temps qu'on a calculé. On a trouvé que notre système actuellement, il réagit avec un temps de réponse de 3 secondes. Par exemple, je dis les 3 secondes, c'est un exemple. Et après, normalement, ce qu'on va faire, c'est que en calculant, en asservissant ce système-là, quand on va l'asservir, quand on va l'automatiser, on est censé normalement améliorer ses performances, et c'est ça qui va finir par convaincre la personne qui va nous demander d'automatiser ou pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je rajoute donc l'asservissement d'un système. C'est quoi? C'est de faire un lien entre la sortie et l'entrée. Et après, donc là, modéliser ce système-là, modéliser ce système en boucle fermée, la fonction de transfert de ce système en boucle fermée, c'est quoi? C'est toujours Y sur E. Et cette fonction de transfert en boucle fermée, la formule de Black, elle me dit quoi? Elle me dit que c'est C fois G sur 1 plus C fois G fois H. Et celle-là, si je dois faire le lien avec ce que j'avais fait avant, vous voyez bien que c'est quoi la FTBF? C'est C fois G sur 1 plus, 1 plus la FTBO. J'ai modélisé mon système, je vais tracer sa sortie face à une entrée, échelon toujours, de 10 mètres, et je vais recalculer le temps de réponse, je vais recalculer l'écart, qui est l'erreur, en régime permanent, et je regarde, est-ce que j'ai amélioré? Normalement, je suis censé améliorer les choses. Si j'ai bien fait les choses, si j'ai bien choisi la structure du correcteur, on verra par la suite comment, là, j'aurai amélioré les performances de mon système. Et je finirai par convaincre la personne qui va financer derrière cette automatisation. C'est l'idée globale qu'il y a derrière ce cours-là. Et ça, c'est le fil conducteur de ce cours. Depuis le premier cours, c'est ça. La première séance, je vous ai expliqué, peut-être pas d'une façon très explicite, parce qu'on avait besoin de connaître certains éléments, mais on est en train de définir, on est en train de construire cette chaîne d'asservissement petit à petit.
Est-ce clair? S'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est pas clair. Si, c'est clair, monsieur. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, là, vous voyez bien que ce sera l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est de construire l'autre brique ou assembler l'autre brique qui est là, comment je fais pour juger de la qualité de ces critères-là. On va voir aujourd'hui comment on arrive à établir ces performances, ces caractéristiques temporelles des systèmes de premier et second ordre. Donc là, je n'ai pas besoin de revenir sur l'analyse réponse indicielle, la réponse à une vitesse, et l'équation différentielle. Là, je vous ai parlé de régime transitoire. Parmi les critères qu'on associe à ce régime transitoire, il y a le temps de montée, le temps de stabilisation, le temps de réponse et le dépassement maximal. C'est ces critères-là, on va voir comment on arrive à calculer ces critères-là. Et donc, le premier critère, on a dit que le dépassement maximal ou bien le maximum overshoot en anglais, c'est quoi? C'est la différence maximale existant entre la réponse transitoire et celle du régime permanent. Un signal. Si je fais ça. Donc là, le dépassement maximal, c'est quoi? Ah ben c'est l'écart, le Y max, moins le YSS, qui est steady state. C'est en anglais, je l'ai gardé comme ça. C'est juste pour vous donner une indication que c'est le steady state. Ça veut dire que c'est la valeur du signal au régime permanent. Le régime permanent, en anglais, c'est un steady state. Et donc, le dépassement maximal, c'est quoi? Ben, c'est l'écart entre Y max, donc ici, et le YSS, qui est la valeur du signal en régime permanent. Généralement, c'est exprimé en pourcentage. C'est bon pour le dépassement maximal? Ok. Le temps de montée, ou le rise time, c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour que la réponse à un échelon unité passe de 10% à 90% de sa valeur finale. Je reviens sur ça. Donc là, on a dit le dépassement maximal. C'est quoi? Donc là, on utilise toujours pour établir ces perfs, c'est la réponse de notre système face à un échelon. Ici, un échelon unitaire. Donc pour établir ce dépassement maximal, on a tracé la réponse d'un système de second ordre. On a quelque chose qui fait ça. Et celle-là, c'est ce que j'ai appelé YSS, steady state. C'est la réponse de mon système en régime permanent. Celle-là, c'est le Y max. Et donc le dépassement maximal, c'est ça. Donc le Dmax, le dépassement maximal, c'est quoi? Ben, c'est le Y max divisé par, je crois que c'est le dépassement maximal, c'est Y max moins YSS, divisé par le YSS, pardon, fois 100% parce que c'est exprimé en dépassement maximal. Maintenant, le temps de montée. C'est quoi? C'est le jeu pour que la sortie met, pour passer de 10% de YSS à 90% de YSS. C'est ce temps-là. On va trouver ce temps. Donc là, le 10% de... si je trace ce qu'il y a sur la diapo. Donc, on a voulu changer, et ce que j'ai mis, c'était la réponse d'un système du premier ordre. Donc, vous voyez bien que la réponse d'un système du premier ordre, c'est ça. Là, donc, 10% de là, donc 10% de 1, c'est 0,1. On va supposer que
le YSS, il vaut 1. Donc 10% de 1, c'est 0,1. 90% de 1, c'est 0,9. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais une projection sur ça. Donc ça, j'ai T1. Là, j'ai T2. Et le temps de montée, c'est quoi? On va l'appeler Tm. Tm, c'est quoi? Bah, c'est T2 moins T1. C'est le temps que prend mon système pour passer d'une réponse de 10%, de la valeur de 10% de la réponse finale à 90% de la réponse finale. On appelle ça le temps de montée de notre système. Après, vous avez, juste après, ce qu'on appelle le temps de retard, le delay time. Le delay time, c'est quoi? C'est le temps que prend la réponse à l'échelon unité pour atteindre 50% de sa valeur finale. Donc là, j'ai 50% de la valeur finale. Ici, parce que la valeur finale, c'est 1. Donc 50% de 1, c'est 0,5. Et je regarde le temps correspondant. Et donc, ça me donne le temps de monter. Le delay time, le temps de retard. Le temps d'établissement maintenant. Ou bien ici, il y a une petite erreur que je dis à chaque fois que je vais corriger, mais cette fois-ci, ça sera la bonne. Le settling time, il y a L qui manque ici. Le temps d'établissement. Le temps d'établissement, c'est quoi? C'est le temps que met la réponse indicielle pour atteindre et rester à l'intérieur de la bande de 5% de sa valeur finale. Je schématise ça ici. Donc vous avez quelque chose comme ça. On a un échelon en entrée. Et après, juste une petite remarque par rapport au TP. Je vous conseille à chaque fois, quand on va vous demander pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a le test de TP qui va venir après. Vous voyez bien que ici, tous les critères de performance, ils sont, on va dire, ils sont calculés selon une entrée échelon. Et cette entrée échelon, on doit la représenter en même temps que la réponse de notre système. Donc je vous conseille de le faire parce que ça permet de voir ces critères-là, de mieux exprimer ces critères. Et donc c'est pas pour rien que j'exprime toujours l'entrée échelon que j'applique à mon système et j'exprime aussi la réponse de mon système qui est comme ça. Ça me permet de mieux visualiser ces écarts-là, ces indicateurs. Et donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le temps d'établissement, c'est quoi? On établit une bande de 5%. Cette bande de 5%, c'est quoi? On sait que la valeur finale, c'était 1. Donc 1 moins 5%, ça fait 0,95. Et 1 plus 5%, cela fait 1,05. Le temps d'établissement, c'est le temps à partir duquel, là, j'ai mal dessiné mon truc, c'est en bleu, c'est le temps à partir duquel ma réponse, elle rentre dans cette bande et elle n'en sort plus. Vous voyez que ici, c'est à partir de ce moment-là que la réponse de mon système, la bleue, elle rentre dans la bande et elle n'en sort plus. Donc j'appelle ça le temps d'établissement. Est-ce clair? Chaque année, ce temps d'établissement, il pose problème à des étudiants. Mais monsieur, si on fait tendre t vers plus l'infini, oui. Qui nous dit que la courbe bleue, à un moment, elle va pas faire un saut à cause d'une perturbation ou pas? Ah, ça, c'est autre chose. On va dire, le fait que votre système, ça, c'est une autre étude. C'est la robustesse de votre système face à des perturbations externes.
Ça, c'est un degré de plus dans votre étude. Là, vous êtes en train de convaincre votre système par l'idée de proposer un système asservi. Donc on est en train d'établir des indicateurs qui nous permettent de juger de la qualité de la solution asservissement. Et après, effectivement, la condition qui suit derrière, c'est que, ou la question, pardon, qui suit derrière, c'est quelle est la robustesse de la solution que vous proposez. Donc c'est vraiment quelque chose à plusieurs étapes et plusieurs échelons. Effectivement, et ça c'est out of the scope de ce cours-là. C'est au-delà de ce cours. À votre niveau, c'est, là je crois que c'est en ingénierie que vous verrez ça. Pour ceux qui décideront de continuer sur cette voie-là. C'est juste pour savoir quelle est la robustesse de votre système ou de la solution que vous proposez face à des perturbations externes. D'accord? Ok. Donc, Et, pardon. oui, Pour revenir sur le dépassement max, on fait x 100%, mais ça revient à faire x1. Enfin, je comprends pas trop le x 100%. Attends. Là? Ah oui. Non, c'est que tu vas faire le Y max moins YSS. Oui. Ça dépend. Donc là, si on prend, c'est 1,5. Ok. Dire que c'est 1. 1,5 moins 1, ça te donne 0,5. 0,5 sur 1, c'est 0,5. 0,5 fois 100%, donc ça veut dire que tu as 50% de dépassement maximal. Ah, ok, ok. D'accord? Oui, ok. Après, donc là, on revient sur un système de premier ordre et comment établir les performances, comment on étudie. Les systèmes qu'on va étudier dans ce cours-là, on va s'arrêter au système de second niveau. On essaie toujours de rendre... Pardon, excuse-moi, je reviens. Donc, je disais, pardon, les systèmes qu'on aura étudiés dans ce cours-là, on va s'arrêter au second ordre. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, on va essayer toujours, et vous le verrez par la suite, même aussi dans les DS et autres, même pour des systèmes qui sont très complexes, on va essayer toujours de se ramener vers des systèmes de second ordre. Parce que les outils dont on dispose, c'est des outils qui sont cantonnés au système de second ordre. Et donc, pour un système de premier ordre, ici, c'est tau fois y point, plus y de t est égal à k fois e de t. On a décrit le comportement de ce système-là par une équation de premier ordre. Tau étant une constante, et k aussi, c'est une constante. Et donc, ce qu'on appelle le gain statique, au fait, je reviendrai sur cette notion de gain statique. Le gain statique, pour le calculer à partir d'une fonction de transfert, on peut appliquer ça ici. Regardez cette fonction de transfert. Qu'est-ce qu'on a fait? On est passé de cette équation de premier ordre vers... Donc, pour étudier le comportement d'un système de premier ordre, on a dit que c'était K... c'est K? Non, c'était tout. Un système de premier ordre, c'est tau fois y point de t plus y de t est égal à k fois e de t. J'ai une équation différentielle qui permet de décrire le comportement de mon système, le comportement dynamique de mon système. Donc, je relie d'une façon dynamique la sortie à l'entrée de mon système. Donc, pour passer de cette équation-là vers une équation ou bien une fonction de transfert, qu'est-ce que je fais? J'applique la transformée de Laplace à chaque membre de cette équation-là. Donc, ça me donne ça. Donc là, vous allez avoir tau P plus
1 fois y p est égal à k fois e p. Et donc la fonction de transfert, c'est quoi? C'est le rapport complexe entre la sortie et l'entrée, et c'est k sur 1 plus taux p. Pour mettre votre fonction de transfert, pour identifier ces pôles et ces zéros, on a l'habitude de voir c'est quoi? C'est quelque chose qui est sous cette forme-là. Donc là, on pourra dire, ok, p plus a est égal à 0, donc j'ai un pôle qui vaut moins a. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que je ne pourrais pas écrire les choses comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais factoriser par taux. Ici, j'ai quoi? J'ai 1 sur taux plus p. Et donc là, je vais me retrouver avec quoi? J'ai k sur taux sur p plus 1 sur taux. Là, j'ai yp sur e de p. Est-ce clair? Donc à partir de ça, j'ai un pôle P1 qui vaut moins 1 sur taux. Donc si vous avez ça, vous avez un pôle qui est 1 sur taux. Si je fais le diagramme des pôles et 0, le diagramme des pôles et 0, j'ai pas de 0, j'ai qu'un seul pôle. Ici, je mets la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire sur le plan complexe. Donc vous avez moins 1, vous avez un seul pôle qui est à moins 1 sur taux. Est-ce que le système est stable? Sachant que taux est une constante temps, donc elle est positive. Bah non, du coup, il est pas stable puisque la partie réelle, elle est négative. Ah non. Il est stable parce qu'il est de la partie gauche. Oui, il fait partie du demi-plan gauche. Oh. Et la partie réelle est négative. Sur la stabilité, il est stable. Pourquoi? Parce que on a la partie réelle du pôle P1 qui est négative. Et je dirais même, ça dépend de la valeur de taux. Plus taux est grand, donc là je vais avoir, allez, on va supposer pour taux est égal à 1. Donc j'ai moins 1. Pour taux est égal à 2, j'ai moins 1 demi. Pour taux est égal à 3, moins 1 tiers. Pour taux est égal à... Donc vous voyez, je me rapproche de plus en plus. Plus taux augmente, plus je me rapproche de ce... je m'éloigne ou je me rapproche de 0? Ok. Je m'éloigne ou je me rapproche? Si taux il grandit, Oui. Taux est grandi. Donc, moins 1 sur taux, je suis là. bah, on Taux, sera plus de 0. moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième, je me rapproche de là ou je m'éloigne? Ok. Bah, on se rapproche de 0. On va se rapprocher de On 0 se plus rapproche de 0. quand taux grandit. Ok. Donc si je dis, je veux calculer la réponse impulsionnelle de mon système. La réponse impulsionnelle de mon système, j'ai quoi? J'ai y de s est égal à g de s, e de s il vaut 1, et donc j'ai k sur 1 plus tau s, et y de t, c'est ça la réponse impulsionnelle. Y de t est égal à k sur tau fois exponentielle moins t sur tau. D'où vient... Maintenant je me méfie, donc on avait yp sur ep est égal à k sur tau sur p plus 1 sur tau. Donc si je calcule la réponse impulsionnelle, donc je cherche y de p, sachant que e de p, ça vaut 1. Pourquoi? Parce que la réponse impulsionnelle, c'est la réponse de mon système à une impulsion de Dirac. J'applique une impulsion de Dirac à mon système, et je regarde quelle sortie lui correspond. Donc le y de t. Et la réponse impulsionnelle, elle est donnée tout le temps dans le domaine temporel. Donc y de t, c'est quoi? C'est la transformée de Laplace inverse de g de p. Et donc, si vous prenez g de p, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? La transformée de Laplace inverse de ça.
la transformée de la place inverse de ça, c'est quoi? Ben, c'est, selon la table, donc y de t est égal à g de t. Je regarde ma table, k sur taux étant une constante. La table, elle me dit quoi? Elle me dit moins 1 sur taux fois t, u de t. On est d'accord? Ça, c'est la réponse impulsionnelle de votre système. Si vous voulez tracer votre réponse impulsionnelle, vous voyez bien que votre réponse impulsionnelle, elle est sous cette forme-là. Quand t tend vers l'infini, donc elle tend vers 0. Quand t est égal à 0, donc c'est k sur taux. Et vous avez cette réponse. Et la pente ici, elle est de taux. On est d'accord ou pas? Oui, oui. Ok. Donc là, on peut voir que le système est stable. Et même qu'il est asymptotiquement stable. Pourquoi? Parce que si je regarde la réponse impulsionnelle, je fais tendre t vers l'infini, elle tend vers 0, donc le système est asymptotiquement stable. La réponse indicielle maintenant. La réponse indicielle, donc ça veut dire que E de t est égal à un échelon. Et donc E de P ou E de S, c'est 1 sur P ou 1 sur S. Et donc Y de S, c'est quoi? C'est G de S fois 1 sur S. Et donc là, je me retrouve avec K sur S fois 1 plus taux S. Je fais du développement en ma DES et j'obtiens comme réponse ça. Si je trace cette réponse-là en fonction du temps, donc j'ai cette réponse. Et le temps de réponse pour ce genre de système de premier ordre, c'est quelque chose que vous avez vu en ELEC, c'est le, on appelle ça pour les condensateurs, le chargement des condensateurs. Donc vous voyez ici que le temps de réponse de votre système, il est à 3 taux. Et taux, c'est quoi? C'est quand ma réponse de mon système, elle vaut 0,63 ou bien elle vaut 63% de la réponse finale. Sachant que la réponse finale, elle vaut k, quand t tend vers l'infini, donc là, cette exponentielle va tendre vers 0, et donc la valeur finale, state, c'est k. Et donc 63% de k, c'est 0,63 de k, je fais une projection et je regarde le taux. Donc ce taux-là correspond plutôt, le temps de réponse de mon système correspond à 3 taux. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu, normalement. On reviendra sur ces notions-là. Donc, on voit bien que la réponse additionnelle, il y a une influence de la constante taux sur la stabilité de notre système et sur la réponse de votre système. Plus vous augmenterez la valeur taux, plus votre système sera... Regardez, pour taux est égal à 1, j'ai un système qui fait ça. Pour taux est égal à 2, j'ai une réponse qui fait ça. Pour taux est égal à 3, j'ai une réponse qui fait ça. Et donc vous voyez bien, plus taux diminue, plus votre système est rapide. Plus taux est petit, plus votre système est rapide. Par contre, si je regarde l'impact de l'augmentation de la valeur de taux sur la stabilité de mon système, plus mon système, plus taux augmente, plus mon système devient. C'est ça qu'il faudra garder en tête. Il faut toujours trouver un compromis entre la rapidité, la précision et la stabilité. C'est un triptyque qu'il faudra garder en tête. Quand vous allez proposer une solution, que ce soit pour un premier ordre, un deuxième ordre, n'importe quel ordre, votre système, il faut toujours faire attention. Effectivement, on veut avoir le système le plus rapide possible. Mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de la stabilité. On veut avoir effectivement un système qui soit le plus rapide et le plus précis possible, mais tout le temps, il faut garder un œil sur la stabilité de votre système. Parce que si vous touchez à la stabilité de votre système, votre solution, on ne pourra pas la garder.
Maintenant, un système de second ordre. Un système de second ordre est donné par l'équation suivante. Donc, c'est une équation différentielle de second ordre. C'est y point point est égal à 2 fois xi oméga n, y point, oméga n au carré, yt, k, oméga n au carré, e de t. Sachant que oméga n, xi et k, c'est de nombres réels positifs. Oméga n, on appelle ça la pulsation propre du système. Xi, c'est le coefficient d'amortissement. Et le gain, k, c'est un gain statique. Je reviens à cette notion de gain statique. Pour calculer votre gain statique, ça c'est une règle. Qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez le P par 0, ou la variable S par 0. Ici, si on regarde bien, le gain statique ici, il vaut combien? À partir de cette fonction de transfert, pardon. À partir de cette fonction de transfert, qu'est-ce que vous faites? Vous le remplacez, à chaque fois qu'on vous demandera de calculer un gain statique, c'est quoi? Et d'autant plus, je disais que ça faisait appel, c'est du bon sens. Le gain statique, c'est quoi? Vous avez une fonction h de p est égal à, p plus 3 sur p plus 2. Je vous demande de calculer le gain statique de cette fonction-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites p est égal à 0. Et après, h de 0, c'est quoi? C'est 3 demi. C'est ça le gain statique de votre fonction. Et pourquoi on l'appelle le gain statique? Le gain statique, là, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le domaine de la place, on a dit que c'était le domaine fréquentiel. La variable de la place, c'est quoi? C'est sigma plus j oméga. Si vous êtes en fréquentiel, vous voulez avoir quelque chose de statique en fréquentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire tendre ça vers 0. Et c'est pour cela que... Et après, là, on considère aussi que dans le domaine fréquentiel, le sigma est négligeable devant le j oméga. Donc là, si vous faites tendre le oméga pour avoir quelque chose de statique en fréquentiel, ça veut dire que sa fréquence, elle est nulle. Et donc, c'est pour cela qu'on se permet de remplacer directement P par 0. Donc là, une fois que vous avez un système de second ordre, on vous demandera toujours, et ça sera l'objet du TD4, TD5, à partir de ce moment-là, dès que vous avez un système d'un certain ordre, on va essayer de le transformer et avoir la forme de second ordre. Comment je pourrais avoir la forme de second ordre? C'est en faisant cela. C'est que là, on doit écrire notre système sous cette forme-là. C'est S carré plus sur oméga n au carré plus 2 fois xi S sur oméga n plus 1. Pour étudier ce système-là, ou la réponse indicielle de ce système de second ordre, qu'est-ce que je fais? Je regarde quels sont ces pôles, parce que je veux m'intéresser à la stabilité. Je disais que la condition de stabilité est la sine qua non. Là, je regarde quels sont les pôles de ce système-là. Donc, j'ai un système de second ordre. Donc, je étudie son discriminant. Donc, c'est delta b carré moins 4ac. J'ai ça. Donc, le delta, il vaut 4 sur oméga n au carré, xi carré moins 1. Sachant que oméga n, c'est la pulsation propre du système. Donc là, elle est non nulle. Elle est au carré, donc elle est positive. Donc le signe de ce discriminant-là dépend essentiellement de cette quantité, qui est xi carré moins 1. Et donc, on voit bien qu'ici, j'ai xi carré moins 1. Si xi est supérieur à 1, j'ai 3 cas de figure. C'est xi carré moins 1 est positif, xi carré moins 1 est négatif, xi carré moins 1 est nul. Juste une petite remarque. Nous avons dit une fois, si j'ai un système de cet ordre, je me rappelle plus. Si j'ai un système de second ax au carré plus bx plus c est égal à 0, on a dit que si le discriminant est positif, donc j'ai deux solutions, x1 est égal à moins b plus racine carré delta sur 2a, x2 est égal à moins b moins racine discriminant sur 2a. Donc si je prends x1 plus x2 est égal à c sur a, et si je prends le discriminant, c'est ça.
le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, x1 fois x2 est égal à... non, ça c'est moins b sur a. Et x1 fois x2 est égal à c sur a. On peut le vérifier. Donc en faisant la somme x1 plus x2, ça se voit que celui-là il part avec celui-là. Donc là j'ai moins 2b sur 2a et donc j'ai moins b sur a. x1 fois x2 c'est c sur a. Après, on a les différents cas de figure. C'est pour cela que, à partir de ce moment-là, on a la racine de P1 fois P2, c'est oméga n au carré. P1 plus P2, c'est moins xi, moins 2 fois xi oméga n. Ça vient de là, de ce petit rappel que j'ai fait. Si vous avez xi qui est... si le discriminant est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le discriminant positif, cela revient à dire que xi carré moins 1 est positif. Donc xi est supérieur à 1. Si vous avez xi qui est supérieur à 1, donc vous avez deux solutions. Votre discriminant est positif. Et donc vous avez deux solutions. Ces deux solutions, elles sont réelles, deux pôles réels. Et ces deux pôles réels, c'est quoi? C'est moins oméga n fois xi plus ou moins racine de xi carré moins 1. Si j'ai deux pôles, donc la décomposition en éléments simples, elle va me donner quoi? C'est k oméga n au carré sur s fois s moins p1 fois s moins p2. Je fais ma DES, donc je calcule les valeurs de A, de B et de C. Et donc là, je pourrais calculer la réponse à un échelon qui est y de t, ou la réponse indicielle, qui est de la sorte k plus b fois exponentielle p1 de t plus c fois exponentielle p2 de t. Point virgule, t supérieur ou égal à 0. Donc là, on voit bien que si xi, ça dépend de la valeur de xi, de facteur d'amortissement, plus xi est supérieur à 1, donc on dit que le système est amorti. Donc on a une réponse qui est beaucoup plus amortie. Plus xi va être supérieur à 1, plus votre réponse, elle sera amortie. C'est ce que nous appelons un système de second ordre amorti, non oscillant. Donc là, il n'y a pas d'oscillation. On voit bien qu'il est beaucoup plus amorti, mais il rejoint la consigne K. Dans le cas de figure où vous avez xi est égal à 1, si vous avez xi qui vaut 1, donc ça veut dire que le discriminant est nul, donc ça veut dire que j'ai un pôle réel double qui vaut P0 est égal moins oméga n. Je le représente ici, donc il reste toujours stable, et je me retrouve avec k oméga n au carré sur s fois s plus oméga n au carré. Donc là j'ai un pôle double, donc là je fais ma DES, et j'obtiens ce truc-là. Donc pour xi est égal à 1, je me retrouve avec ce système, effectivement. C'est un système critique. Pourquoi? Là, on passe par la valeur d'amortissement critique. Xi est égal à 1. Et donc, il reste toujours amorti, non oscillant, mais critique. Pourquoi? Parce que ça annule le discriminant. Après, vous avez l'autre cas de figure où le discriminant est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le xi est compris entre 0 et 1. Il est inférieur à 1. Donc j'ai deux pôles complexes. Pourquoi? Parce que j'ai le discriminant qui est négatif. Donc là, vous avez deux pôles. Ils sont deux pôles complexes conjugués. C'est pour cela qu'on les retrouve comme ça. Et si je fais ma DES, j'obtiens quelque chose qui est comme ça. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de regarder ce système qu'on obtient. J'ai ma réponse, elle est en fonction d'une sinusoïde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est amortie, mais du fait qu'elle est en fonction d'une sinusoïde, elle est oscillante. Donc elle va osciller autour de cette valeur-là. Donc elle est amortie, ça se voit parce que je suis en fonction de xi. La valeur de xi n'est pas nulle. Donc ma réponse de mon système, elle sera amortie, sauf que, et on le voit bien, parce que regardez, vous avez un système qui commence à faire comme ça, et après,
elle va s'amortir de plus en plus, sauf que du fait qu'il y a un sinus ou un cosinus qui est présent dans cette solution-là, donc on dit que c'est un système qui est amorti oscillant. Il oscille autour de la valeur finale qui est K. Si vous avez Xi qui est nul, donc là, vous avez P1 de T plus ou moins J oméga N, donc j'ai deux pôles imaginaires conjugués. Et si je regarde du fait que Xi est nul, donc il n'y a pas d'amortissement, il n'y a pas de facteur d'amortissement, et donc j'ai un système qui va, il est en fonction de cos oméga n de t, donc c'est un système qui va osciller autour de la valeur de k. Rassurez-vous, avec les exos, ça paraîtra plus simple. Donc on va prendre des systèmes de second ordre, et on va voir ces cas de figure-là. Voilà ça. Qu'est-ce qu'on entend par système à déphasage minimal? Un système à déphasage minimal, je vous ai dit, quand on s'est intéressé au pôle, il y avait une fonction de transfert, elle nous permettait d'avoir, donc si vous avez une fonction de transfert h de p, c'est quoi? C'est p moins z1 sur p moins p1 fois p moins p2. D'une façon générale, cette fonction de transfert, elle a un seul qui est z1, et elle a deux pôles qui sont p1 et p2. Nous avons parlé de la notion de stabilité. On a dit que le système était stable si et seulement si la partie réelle de ces pôles, PI, avec I, c'est 1 et 2, elle était strictement négative. On parlait de système stable. Après, si maintenant je regarde la partie réelle des zéros, ZI, si elle est négative, le système est à déphasage minimal. D'accord? C'est ça qu'il faudra retenir. Un système est à déphasage minimal si la partie réelle de ses pôles est négative. Un système est stable et à déphasage minimal si la partie réelle de ses pôles et de ses zéros sont négatifs. Donc, on arrive à cette... Là, je viens de parler d'erreurs, plutôt de critères de performance dans le régime transitoire. Et là, on arrive à un critère de perfo pour un système en régime permanent. Et en régime permanent, qu'est-ce qu'on a fait? On regarde l'erreur, comment on la calcule. L'erreur, c'est quoi? On a dit que l'erreur, c'est, plutôt on va considérer celle-là, l'erreur dans ce schéma de figure qui est ici. De façon générale, on a vu que pour calculer l'erreur, pour un système qui est décrit Y, pour calculer cette erreur-là, epsilon, c'est quoi? Epsilon de P, c'est E de P, grand Y de P. Le epsilon de P, c'est quoi? C'est E de P moins HP fois YP. On est d'accord ou pas? Oui, oui. Ok, merci. C'est pour cela qu'on se retrouve avec la définition 2 qui est ici. Je continue. Je vous ai dit que l'erreur en régime permanent, c'est quoi? L'erreur en régime permanent, ce que nous avons noté ici, c'était l'erreur qui est cet écart-là. L'erreur en régime permanent, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est à l'infini,
l'idéal, ça serait d'attendre l'infini, comme ça on sera sûr que le régime permanent a été atteint, et c'est à ce moment-là qu'on pourra calculer cette erreur-là. Et donc, mathématiquement, les mathématiciens, quand ils se sont intéressés à cette notion-là, ils se sont dit, ok, donc là, ce qui nous intéresse, l'erreur en régime permanent, c'est quoi? Bah, c'est la limite quand t est envers de epsilon de t. Mais après, donc là, physiquement, on ne peut pas faire tourner une simulation jusqu'à l'infini pour calculer l'erreur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a ce qu'on appelle le théorème de la valeur finale qui dit que pour calculer l'erreur à l'infini qui revient à faire tendre t vers l'infini de cette erreur-là, cela revient au même que de considérer que c'est quand p tend vers 0, de p fois epsilon de p. C'est ce qu'on appelle le théorème de la valeur finale. Depuis qu'on a commencé ce cours-là, je vous ai dit, il y a des choses qui sont peut-être difficilement faire, qu'on ne pourra pas faire, ou bien on fait difficilement dans le domaine temporel. Qu'est-ce qu'on fait? On passe dans le domaine fréquentiel ou le domaine de la place pour nous permettre de faire ces calculs-là, qui seront difficilement réalisables dans le domaine temporel. C'est pour cela que ce genre de théorème existe. Donc vous avez le théorème de la valeur finale, qui dit que c'est équivalent de calculer l'erreur quand t tend vers l'infini de epsilon de t. Au lieu de faire ce calcul-là dans le domaine temporel, on va le faire dans le domaine de la place, sauf qu'il faut calculer la limite quand p tend vers 0 de p fois epsilon de p. Ce qui est donné ici. Et donc, si j'applique les deux choses qu'on vient de voir, ça et ça, donc je fais le calcul, la limite quand p tend vers 0. Pour un système, je considère que j'ai G, H, et là c'est E de t, là c'est epsilon de t, là c'est y de t. Plus et moins. Donc avant de calculer cette erreur-là, donc ce que je vais faire, je vais calculer cette erreur dans le domaine temporel ou bien dans le domaine de la place, qui revient à la même chose. Donc le grand epsilon de p, c'est quoi? On a dit que c'était E de p moins h fois y. On est d'accord? On va dire oui. Oui, oui. Epsilon de p, c'est E de p moins h fois y. Il faut que je mette ici p et p. Après, je pourrais dire que c'est ce que je viens d'écrire. E de p, c'est R de p moins Y de p. Y de p, je pourrais la remplacer par ça aussi, ce Y de p. Si je considère que j'ai un système en boucle fermée, donc je pourrais calculer sa FTBF. Ça veut dire quoi la FTBF? Ça veut dire que je vais remplacer tout ça par un seul bloc. Et ce bloc-là va faire le lien entre Y de P et E de P. Donc Y de P sur E de P, c'est quoi? C'est la FTBF. Et la FTBF, en appliquant la formule de Black, elle me dit quoi? Elle me dit j'ai G sur 1 plus GH. Donc, à partir de là, je pourrais dire que Y de P, c'est quoi? C'est G sur 1 plus G fois H fois E de P. Donc,
en partant de là, je pourrais dire que epsilon de P, c'est quoi? C'est E de P moins H de P fois Y de P, c'est quoi? G sur 1 plus G fois H fois E de P. Je factorise par E de P. Donc, epsilon de P, c'est quoi? C'est E de P fois 1 moins H ou GH sur 1 plus GH. Et je pourrais dire que epsilon de P, c'est quoi? C'est E de P sur... Je réduis au même dénominateur, donc le GH part avec le GH, j'ai 1 sur 1 plus GH. Donc vous voyez bien que si je veux calculer l'erreur en régime permanent, c'est quoi? C'est la limite quand P tend vers 0 de P fois epsilon de P. Et c'est quoi? C'est la limite quand P tend vers 0 de P fois E de P fois 1 sur 1 plus GH. GH, on a vu que c'était quoi? C'est celle-là, c'est la FTBO. Donc je pourrais réécrire ça en disant que l'erreur à l'infini, donc ça veut dire l'erreur en régime permanent, c'est quoi? C'est la limite quand P tend vers 0 de P fois epsilon de P. Et c'est quoi? C'est la limite quand P tend vers 0 de P fois E de P fois 1 sur 1 plus la FTBO. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calcul de l'erreur en régime permanent, il dépend de quoi? Ben, il dépend de l'entrée que je vais appliquer à mon système. Il dépend aussi de la FTBO. L'erreur en régime permanent, donc la précision de votre système, parce que l'erreur en régime permanent, c'est E à l'infini, et ça vous donne une idée sur la précision de votre système. Et cette précision, on voit bien qu'elle est dépendante de l'entrée que je vais appliquer à mon système, et aussi de la FTBO de notre système. Et ça paraît logique. Donc, la précision de votre système, elle dépend d'une entrée que vous allez appliquer et aussi de la nature de votre système, donc le système actuel, la FTBO. Pour le calcul d'erreur, là, tout à l'heure, du fait qu'on est en train de voir que l'erreur de notre système, plutôt l'erreur en régime permanent et la précision de notre système, elle dépend de l'entrée, elle dépend de la nature de votre FTBO. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer cette entrée-là, d'exprimer cette erreur, E à l'infini, de l'exprimer selon différentes entrées que je vais appliquer à mon système. Il y a une entrée où je vais calculer cette erreur-là par rapport à un échelon. Je vais calculer l'erreur de mon système par rapport à une rampe. Et je vais calculer l'erreur de mon système face à une entrée de type accélération. Tout à l'heure, il y a l'un d'entre vous qui a fait la remarque en disant « Oui, mais monsieur, là on est en train de parler de régime permanent, et après s'il arrive une perturbation qui affecterait notre système. Comment va réagir notre système ou quid de l'erreur? Qu'est-ce qu'on va voir? Ah ben, normalement, on le verra aussi
ce que j'avais dit tout à l'heure, il y avait deux choses. Il y a la réaction de votre système ou la robustesse de votre système face à des perturbations extérieures, ça c'est autre chose, c'est quelque chose qu'on verra, vous verrez par la suite, si vous décidez de continuer dans cette voie-là. Mais par contre, selon ces types d'entrées qu'on va appliquer à notre système, on va voir quelque part quelle est la réponse de l'erreur face à ces entrées-là. Quand je dis que je vais appliquer une entrée de type échelon à mon système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais calculer l'erreur, cette erreur-là. Donc j'applique une entrée échelon à mon système et je calcule l'erreur à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'erreur statique. Pour calculer cette erreur en régime permanent d'une façon statique, on applique cette entrée-là. Et après, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez fait du... Vous savez ce que c'est que le ball trap ou pas? On tire sur des disques en poterie. C'est ça. On tire, on essaie de tirer sur des cibles dynamiques. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire du tracking d'erreur ici. Parce que la sortie, elle change. Et donc là, pour savoir quelle est la réaction de mon système ou quel est l'impact on va dire, d'une perturbation externe par rapport à cette erreur-là, donc je vais voir quelle est la dynamique de cette erreur-là. Vous avez le système de ball trap, c'est quoi? Donc on va essayer de tirer sur une cible qui se déplace. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de minimiser pour atteindre cette cible-là. Donc on va essayer de minimiser l'erreur d'écart, l'erreur statique, et en même temps, on va essayer de minimiser aussi l'erreur dynamique. Cette erreur-là, c'est quoi? C'est l'erreur de vitesse et l'erreur de position. Quand vous voulez avoir une idée sur le calcul d'erreur sur quelque chose qui est dynamique. Donc ce que vous allez essayer de faire, c'est ce qu'on appelle du tracking. On est en train de faire du tracking de l'erreur. Donc on va essayer de faire en sorte de minimiser l'erreur de position et aussi l'erreur de vitesse et d'accélération d'ailleurs. C'est pour cela qu'on vous parle de 3 types d'espèces d'erreurs. Je récapitule. Là, on essaye de faire, pour le calcul de l'erreur en régime permanent, on va essayer de faire ce calcul-là pour 3 types d'erreurs. Pourquoi? Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose, on va essayer d'avoir une idée sur une minimisation de l'erreur en dynamique. C'est quelque chose qui bouge dans le temps. Donc, comment trouver des indicateurs qui nous permettent d'avoir une idée sur cette erreur-là d'un point de vue dynamique? On a vu dans la formulation de l'erreur que l'erreur, elle dépend essentiellement de l'entrée que j'applique à mon système et de la FTBO. La FTBO étant la même toujours, donc là on la calcule, c'est C fois G fois H. Donc là c'est quelque chose qui est fixe, qui est lié à notre système. Après, donc là, comment donner une indication sur cette erreur-là d'un point de vue dynamique? D'un point de vue dynamique, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Donc, je vais changer l'entrée et calculer l'erreur correspondante à chaque entrée-là. La première entrée, qui est cette entrée échelon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais appliquer un échelon à mon système et je vais regarder la sortie correspondante et je vais calculer cet écart quelque part d'un point de vue statique. C'est pour cela que pour le premier type d'erreur, on dit que c'est l'erreur statique.
ou l'erreur de position. Par contre, pour savoir, parce que là on est en train de faire du tracking de l'erreur d'un point de vue dynamique, on va essayer de voir comment va réagir, par exemple ici, donc votre système il essaye d'atteindre cette consigne, il y a quelque chose qui arrive, une perturbation extérieure, donc votre système il va faire ça, et essayer de revenir vers cette erreur-là. Vous êtes d'accord que si vous vous référez seulement à l'erreur statique, qui est le truc à l'échelon, vous ne pourrez pas détecter ce truc-là, cet écart. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On va essayer pour détecter ce genre d'écart, qu'est-ce qu'on fait? On applique montrer une rampe. Et on va faire, pourquoi une rampe? Parce que la rampe, elle évolue d'un point de vue dynamique en fonction du temps. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une rampe à notre système et on va regarder, on va calculer l'écart qui existe entre la rampe et l'écart dynamique entre la rampe et la sortie de notre système. Et on appelle ça l'erreur de traînage. Celle-là, c'est l'erreur de position, l'erreur de traînage, et celle-là, c'est l'erreur d'accélération. Pour avoir une idée sur l'écart d'un point de vue, mais vraiment accélération, qu'est-ce qu'on fait? On applique une parabole à notre système, on regarde comment évolue la sortie de notre système par rapport à ça, et on va essayer de mesurer cet écart-là. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi il y a 3 types d'erreurs? Pas tous. Donc je disais, là, en partant d'un point de vue théorique, les mathématiciens, ils ont dit, pour calculer l'erreur en régime permanent, c'est quoi? Ben, c'est E l'infini, c'est P fois E de P, fois 1 sur plus la FTBO. Les mathématiciens, ils sont venus voir. Je préfère vous raconter ce truc-là comme ça, que c'est juste pour vous expliquer mieux les choses, j'espère. Les mathématiciens, d'un point de vue mathématique, ils ont dit, OK, au lieu de calculer l'erreur en régime permanent, l'erreur en régime permanent, c'est quoi? Ben, c'est l'erreur quand mon système aura atteint son régime permanent. Donc, les mathématiciens ou les physiciens, ils sont partis voir les mathématiciens avec ce problème-là. Ils ont dit, OK, d'un point de vue mathématique, si vous voulez calculer l'erreur à l'infini, donc là, c'est cet écart-là qui vous intéresse. Si vous voulez calculer l'erreur à l'infini de epsilon de t, eh ben, cela revient à, il y a un moyen plus simple de le faire, c'est de le faire dans le domaine de la place, et cela revient à faire quoi? À faire P tend vers 0, P fois epsilon, fois E de P fois 1 sur la FTBO. Ça, c'est l'outil qu'ont donné les mathématiciens aux physiciens, ou ceux qui font du traitement de système bouclé. OK. Donc, ils ont commencé à analyser les choses, ils se sont dit, OK, du fait que cette erreur-là, elle est liée à l'entrée que j'applique à mon système. Elle est liée aussi à la FTBO, à la structure de la FTBO. La FTBO, c'est quoi? C'est C fois G fois H, d'une façon générale. Donc, il y a un correcteur, il y a le système que je veux contrôler, il y a les capteurs que je mets sur mon système, donc le H, la chaîne de retour. Après, mais là, les physiciens ou les automaticiens, ils se sont posé la question, ils ont dit, OK, mais cette erreur-là, si par exemple, comment exprimer les différents cas qui peuvent affecter ce calcul d'erreur? Et ils se sont dit, OK, là, ce qu'on est en train de faire, du fait que l'entrée
plutôt, mon système, il évolue dans le temps. Donc ça veut dire que sa sortie, elle évolue dans le temps. La cible que je veux atteindre, elle peut aussi évoluer dans le temps. Qu'est-ce qu'on entend par « elle peut évoluer dans le temps » ? C'est que là, j'ai un système, le système de chauffage d'une salle, il se pourrait qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre. Donc il y a dispersion ou dissipation de la chaleur, et donc comment avoir une idée, comment détecter ou comment calculer l'erreur correspondante à ce changement-là. Parce que là, si je me dis, OK, le truc le plus basique, c'est de dire, l'erreur, c'est quoi? Donc, j'applique un échelon en entrée et après, je regarde l'écart. De le faire d'une façon statique. C'est ça le truc le plus basique à faire, c'est dire, OK, l'erreur que je veux calculer à travers cette formulation-là, c'est quoi? J'applique un échelon en entrée et je mesure l'écart entre la sortie et l'entrée. Donc, ce type d'erreur, qu'on appelle l'erreur de position, c'est quoi? C'est la limite quand P tend vers 0 de P fois E de P, donc 1 sur P. Pourquoi? Parce que je considère que E de T est un échelon. Le E de T est un échelon. Et je pourrais avoir une idée sur l'erreur que je calcule. Donc ça, c'était, on va dire, la première erreur ou la première espèce d'erreur qui a été proposée. Il y a des gens qui nous ont dit non, mais du fait aussi que notre système il évolue dans le temps, donc l'erreur elle va changer. Les autres ils ont dit oui, mais comment elle va changer? Mais qu'est-ce que vous entendez par évolue dans le temps? Mais dit ok, donc là si je veux calculer, par exemple l'erreur sur un avion, l'avion il se pourrait qu'il passe par une zone de turbulence et donc là ça va l'affecter et donc là ça va changer la sortie. Comment va votre système? Est-ce qu'il est précis dans ce cas de figure-là ou pas? Ah. Donc, pour voir la précision de notre système face à ces dynamiques externes, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de voir, trouver un indicateur qui va nous permettre de savoir quelle sera la précision de notre système face à ça. Et donc, l'indicateur, c'est quoi? C'est une erreur que je vais calculer, mais cette erreur-là ne sera pas calculée d'une façon statique, mais elle sera calculée d'une façon dynamique. Comment? Ok. Donc là, c'est toujours la même formulation, sauf que là, ce qu'on va faire, on va calculer l'erreur de notre système, donc l'écart entre la sortie de notre système et une entrée qui serait dynamique. Mais cette entrée-là qui est dynamique, elle est comment? On va dire, on dispose, on a regardé dans notre besace, et on a trouvé une entrée dynamique qui évolue en fonction du temps, et cette entrée-là, c'est une rampe. Donc j'applique une entrée dynamique à mon système, qui est une rampe, et je regarde et je calcule d'une façon dynamique l'écart qui existe entre cette entrée-là et mon système. On a appelé ça l'erreur de vitesse ou bien l'erreur de traînage. Comme celle-là, c'est l'erreur de position ou l'erreur statique. Celle-là, c'est l'erreur de vitesse ou de traînage. Et là, ce qu'on a fait, c'est on a établi un critère. On a mis ici, on a remplacé le E de P qui était là. À la place que ce soit U de T, donc ça sera E de T, c'est quoi? C'est T fois U de T. Ça transformé de la place, c'est 1 sur P carré. Et on a rajouté à cela comme un autre type d'erreur, c'est quoi? C'est la limite quand on appelle ça l'erreur d'accélération, c'est EA est égal à la limite quand P tend vers 0 de P fois 1 sur P cube de 1 plus la FTBO. Donc ici, on a établi pour juger de la qualité, de la précision de notre système,
on a établi 3 indicateurs. Il y en a un qu'on a appelé l'erreur de position, ou erreur statique. 2 autres qu'on a appelé erreur de vitesse et erreur d'accélération. Pour introduire ce côté dynamique du calcul de cette erreur-là. Est-ce plus clair? C'est plus clair ou pas? Oui, merci. Oui. Et pour les autres? Ça va. Okay. Donc c'est ce que j'ai essayé de résumer. Tout ce que je donne ici, il est là. Ce que j'ai dit, pardon, ici, c'est là, c'est erreur d'accélération, erreur de vitesse, erreur de position. Facile de lire. Donc, là, je disais tout à l'heure, c'est... Regardez, si je reviens sur ça, je vous ai dit que le calcul de l'erreur, il dépendait de la FTBO, il dépendait de E2P, qui est l'erreur, l'entrée, pardon, que j'applique. Et il y a du fait aussi que, mais après on a établi différentes entrées pour juger de la qualité de cette précision d'un point de vue statique, d'un point de vue dynamique, en faisant varier l'entrée que j'applique à mon système. Il y a aussi un autre facteur dont dépend cette erreur-là ou cette précision, c'est de la FTBO. Comment elle dépend de ça? Elle dépend du nombre de pôles à l'origine de la FTBO. Pourquoi je parle de ça? De nombre de pôles de l'origine qu'a la FTBO. Pourquoi? Parce qu'on calcule la limite quand P tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le P, qui est c'est les pôles, qui tendent vers 0. Donc là, le calcul de cette erreur-là dépend de nombre de pôles qu'a la FTBO à l'origine. Donc cette erreur-là, elle dépend de 2 choses. Elle dépend du type d'entrée que je vais appliquer et elle dépend du nombre de pôles de la FTBO qu'a à l'origine. Qu'a la FTBO à l'origine. Ce qui a été exprimé ici. Ça, vous le verrez mieux avec des exemples et des... C'est juste, ici, en cours, on peut voir ici, si vous avez, pour une FTBO qui a 0 pôle à l'origine, on voit bien que l'erreur de position, donc ça sera 1 sur 1 plus Kp, d'une façon générale. L'erreur de vitesse, elle est nulle. Et l'erreur d'accélération, elle sera nulle. Je vais arrêter de vous... plutôt là. On reprendra la prochaine fois. Parce que là, je vous ai... Je sens que je vous ai assommé du bon matin. Donc là, ce qu'il faudra retenir, c'est ça. Si on a la FTBF, donc là, on calcule l'erreur en position de vitesse et d'accélération en changeant l'entrée. Donc là, on va considérer une fois pour l'erreur de position que l'entrée, elle vaut 1 sur P. Pour l'erreur de vitesse, on va supposer que l'entrée est 1 sur P carré. Et pour l'erreur d'accélération, on va supposer que l'entrée est PQ. Avez-vous des questions? Wow. Non, ça va à peu près. Tant mieux, si ça va à peu près. J'espère que ça ira pour la suite.
Ah, je m'attendais à ce que vous me posiez la question pour les TP de système bouclé. Comment ça va se faire en cas de confinement qui se profile à l'horizon. Dans ce cas, comment ça se passerait les TP du coup, si on était tous reconfinés? C'est juste pour vous dire que je n'ai pas de réponse actuellement. Ah. Donc là, je vais me référer au... Je sais pas, normalement, c'est une décision collégiale. Oui, c'est pas vous tout seul. Ouais. Donc, qui va prendre cette décision. Alors, on va essayer de faire au mieux. Maintenant, mais moi, la question, elle se pose par rapport au projet. C'est là où c'est plus critique. Les TP, on pourra les faire en distanciel. Mais après, non, le TP qui reste, c'est un TP où ça sera sur matériel. Je ne sais pas. Ok. Donc, on verra bien comment on va faire. Je pense que là, d'ici demain, on aura une réponse. Côté école, parce qu'on est lié aux annonces qui vont être faites. On va essayer d'agir en conséquence. C'est ce soir qui parle, le président. Oui, et c'est là où il va annoncer est-ce que ça sera un reconfinement total, partiel. Pour les universités, je pense que là, c'est parti quelle que soit la formule qui sera utilisée, là, il y aura de distanciel. C'est l'enseignement à distance. Apparemment, les écoles ou les universités sont un très gros cluster. Donc, ça, c'est pour acquis, que là, tous les enseignements ils vont être en distanciel, mais après, quid des projets et des TP, ça, je pense que c'est ça dont on discutera au sein de l'école. Ou bien, alors, on vous tiendra au courant. Allez, bonne journée pour ceux qui sont réveillés. Merci beaucoup monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement. Allez. Non. Allez, le partage.